Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hiatus, le podcast qui éclaire, autant que faire se peut, la nébuleuse obscure de l'intelligence artificielle générative. Je suis Laura, votre animatrice 100% biologique, à la fois fascinée et paniquée par les avancées fulgurantes de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon partenaire si particulier, Gilles Guéraz, expert en IA, consultant et auteur de la brillante newsletter générative. Salut Gilles, contente de te retrouver. Salut Laura, ça va? Ouais, ça va et toi? Écoute, oui, ça va très très bien. Eh bien, chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cette intro en voix clonée et générée par l'IA? Alors, je pense qu'on sera pas forcément d'accord, mon cher Gilles, mais moi, je trouve quand même que c'est mieux quand c'est moi en direct, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a débat. Il y a débat? Ah merde! Eh ben, on rentre direct dans le cœur du sujet, hein. Ça fait des semaines que je veux me pencher sur ce sujet touchy, IA et voix. Lorsqu'on parle de voix, on touche à l'essence même de notre humanité. La voix, c'est l'un des principaux moyens de communication dont on dispose, et l'IA repousse sans cesse les limites du possible. Avec ces avancées viennent des questionnements éthiques, sociaux, culturels fondamentaux. Toi et moi, Gilles, de par notre métier de réalisateur, on a de nombreux amis comédiens, et on sait que ça pose de sérieuses questions sur l'avenir de leur métier. En plus, et on l'avait évoqué rapidement dans notre focus sur les deepfakes, la possibilité d'imiter les voix d'individus réels peut entraîner de graves conséquences, et déjà la fiction semble devancer la réalité. Mais heureusement, il y a un mais. Certaines applications peuvent aussi s'avérer positives pour la société, notamment l'accessibilité et l'inclusion. Alors, attachez vos ceintures, car nous entamons une excursion mouvementée. C'est parti, notre exploration commence maintenant. Intelligence artificielle, générative, Hiatus. Alors, une fois n'est pas coutume, mais vu notre niveau d'implication sur ce sujet, j'ai envie de commencer par ce qu'on traite généralement plutôt en fin d'émission, à savoir les sujets qui fâchent. Et il y a déjà celle qui brûle toutes les lèvres. Est-ce que c'est la fin annoncée du métier du doublage et de voix off? Écoute, je pense qu'il est très difficile de répondre à cette question de manière tranchée, parce qu'il y a clairement deux sujets, pour moi, deux sujets distincts. Donc d'un côté le doublage et de l'autre la voix off. Pour les voix off, je pense qu'on aura d'un côté les productions low budget avec des impératifs de délai tellement courts qui vont fournir des cas d'usage parfaits pour des voix synthétiques de l'IA générative. Là, il n'y aura vraiment pas de débat possible. Dans ce contexte-là, je pense que la qualité audio sera au moins aussi bonne qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Mais cette automatisation va se faire au détriment de la nuance et de l'intention de jeu. Je trouve que cette notion est hyper importante. Toi qui es réalisatrice, tu le sais aussi bien que moi. En fait, un bon comédien, c'est comme un instrument de musique de haute précision. Ça peut se diriger avec une palette infinie de nuances dans le jeu. Carrément, mais c'est ça qu'on aime chez eux d'ailleurs. Exactement, et puis ce sont toutes ces nuances qui créent un sous-texte sémantique qui va raconter l'histoire tout autant que les mots des dialogues eux-mêmes. Bah, c'est eux qui incarnent, en fait. C'est vraiment eux qui leur donnent cette mélodie, ce sens, qui les portent, quoi. Très 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 clairement, je pense que l'IA n'est pas encore capable de faire ça aujourd'hui, et je n'ai aucune idée si elle en sera capable un jour. Donc pour schématiser, je pense que d'un côté, il y aura des productions qui n'avaient pas les moyens de se payer une voix off humaine qui pourront y accéder. Il y aura les productions qui avaient les moyens, mais qui vont préférer l'IA générative parce que ce sera plus rapide et que ce sera moins cher. Mais après, ce seront des projets avec un niveau d'exigence faible. Et ensuite, je pense qu'il restera des productions qui seront plus ambitieuses, qui seront plus qualitatives et qui continueront à travailler avec des voix humaines. Ce que tu nous dis là, c'est quand même que sur la masse des gens qui recourent aujourd'hui à la voix off, enfin les productions qui recourent aujourd'hui à la voix off, on va quand même en perdre une partie. Nécessairement. Alors, nécessairement, je sais pas, Oui, t'es pas une boîte de prod, bien non, sûr. puis j'ai pas de boule de cristal non plus pour dire ce que feront toutes les boîtes de prod, mais je pense que voilà, moi j'ai l'impression que le marché de la pub et de la communication audiovisuelle en général est en train d'évoluer. Tu vois, les coûts sont tirés vers le bas, et dans ce contexte-là, il y aura une évidence économique à aller vers les solutions les moins chères. Mhm. Et ça va être un peu difficile de lutter contre. Alors ensuite, je voudrais parler du doublage. Et là, c'est un peu plus tranché à mon avis. Je pense que l'IA risque d'y mettre un terme parce que la technologie permet, d'ailleurs aujourd'hui même, de cloner la voix d'un comédien et de le faire parler dans n'importe quelle langue, de manière parfaite,
en utilisant la texture de voix d'origine du comédien. Et encore plus fou, avec la technologie du deepfake dont on a parlé récemment ensemble, on peut maintenant animer les lèvres de l'acteur doublé de sorte à ce que la synchronisation labiale soit parfaite avec les mots prononcés. Ce qui veut dire qu'on va conserver la voix d'origine du comédien avec les intentions de jeu. On va se synchroniser, ça va être beaucoup plus rapide à faire, ça va coûter moins cher, ça va devenir indiscutable. Et c'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction, quoi. Ouais, mais après, je pense qu'on est dans la lignée, tu sais, des évolutions technologiques qui touchent, tu vois, le marché de l'audiovisuel. Je pense que toi et moi, on a connu une époque où, pour une interview, il fallait être quatre. Ouais. Quelqu'un qui cadre, quelqu'un qui fait la lumière, quelqu'un qui prend le son et quelqu'un qui pose les questions. Et là, je vois de plus en plus de configurations, je vois de plus en plus de boîtes de production qui envoient une seule personne qui fait tout. Oui, c'est le format JRI, journaliste reporter d'image, qui fonctionnait en télé déjà avant et qui s'est un peu Voilà. étendu au milieu de la prod par ailleurs. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, ça, nous, on n'est pas là pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit toujours se réinventer et que nous autres intermittents du spectacle, on est toujours un peu comme ça, mis en danger, en difficulté, mais on a de la ressource. Et puis bon, peut-être qu'on peut espérer aussi que le métier se serre les coudes dans cette situation. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est pas enfin comment dire, c'est pas une sorte de raz-de-marée qui va frapper, tu vois, l'ensemble, tu vois, des comédiens de doublage et du métier. Je pense qu'il y aura des productions qui seront réfractaires à ce type de technologie. Il y a des productions aussi qui vont préférer travailler avec les comédiens parce que c'est quand même plus sympa de bosser avec des gens qu'avec des machines, hein, pour des questions éthiques, pour des questions comme d'habitude aussi dans tu vois, les pratiques professionnelles. Alors j'ai une autre question qui fâche. Je te rassure après, on passe aux choses positives. Mais c'est vrai que c'est plus lié à un usage dans la vie de tous les jours. J'ai lu l'autre jour un article que j'ai trouvé absolument terrifiant. Bon, d'abord parce que je suis maman et ensuite parce que la fiction la dépasse maintenant tellement la réalité, comme on le disait au début. Aux États-Unis, une mère a reçu un appel clonant la voix de sa fille qui simulait un enlèvement. Alors ça s'est bien fini, mais bon quand même, ça te fait réagir? Écoute, oui, c'est un exemple assez spectaculaire. Ça fait partie du long travail d'éducation qui nous attend pour les prochaines années. Je pense qu'on va devoir apprendre, nous, et apprendre à nos enfants à distinguer le vrai du fake jusqu'au moment où ce sera plus possible. Et je pense qu'on va entrer dans une ère de méfiance vis-à-vis de l'information et qu'on est en train de créer une génération de sceptiques. Ouais, c'est sûr. De toute façon, pour ça, on vous renvoie à notre focus sur les deepfakes. On en a largement parlé, mais c'est vrai que tout ça, ça me fait bien flipper. Ça me renvoie à tous mes freins psychologiques sur l'IA que j'avais au début de ce podcast. Tu te souviens, Gilles, quand j'étais archi sceptique. Grâce à toi, c'est vrai que j'y travaille et que j'essaie de regarder le bon côté des choses. Mais attends, je prends une profonde inspiration. Je souffle. Vas-y, fais-le avec moi, Gilles, ça me fera du bien. J'inspire. Et je souffle. Bon, maintenant je suis prête à recevoir des bonnes nouvelles, de la techno qui accompagne les humains, de la techno qui fait du bien, et je suis sûre que dans la voix, il y en a quand même. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que l'IA liée au travail de la voix puisse aussi avoir des bénéfices pour les personnes en situation de handicap, souffrant par exemple de troubles de la parole, d'handicap visuel ou d'autres besoins spéciaux. T'en sais un peu plus là-dessus, toi? Bah écoute, oui, ça fait un petit peu écho avec notre épisode qui parlait de médecine, avec des applications hyper intéressantes pour l'IA générative dans le cadre médical. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête pour la voix. Je pense à un trouble de la parole, comme la dysarthrie. Est-ce que tu vois ce que c'est? Ce nom me fait penser que ça va être un problème d'articulation, mais bon, je ne suis Exactement pas sûre. ça, voilà. C'est un trouble du langage qui est caractérisé par des difficultés d'articulation, avec un débit qui est altéré, un rythme saccadé avec des altérations, tu vois, de la voix. En fait, c'est une incapacité à parler tu vois, de manière normale. Dans ce contexte-là, l'IA peut être utilisée pour développer des systèmes de synthèse vocale qui vont aider les personnes qui souffrent de ce trouble à communiquer facilement. C'est des systèmes qui sont capables de convertir le texte en discours avec une voix synthétique et qui redonnent finalement la parole à ceux qui ne l'avaient plus ou qui l'avaient presque perdu. Il y a même une application, je crois, qui s'appelle Voice It, qui permet aux utilisateurs de s'exprimer en utilisant leur propre voix, même si elle est altérée,
et en traduisant leur discours en temps réel. Alors je trouve que c'est une technologie qui a un impact significatif sur la vie, tu vois, de ces personnes voilà, qui souffrent de ce type de troubles. Bah, carrément, parce que comme on le disait au début, la voix, c'est quand même un des moyens de communication principaux dont on dispose. Donc de pouvoir la rendre à ceux qui l'auraient perdu tout ou en partie, ça reste quand même quelque chose d'incroyable. Ouais, bien sûr. Il y a un autre champ, je trouve, en fait, hyper intéressant, c'est la lecture de textes pour les personnes qui sont malvoyantes. Tu as des applications d'IA qui peuvent convertir du texte en discours audio et qui permettent ainsi à, tu vois, ces personnes d'accéder à des livres, à des pages web. Comme un lecteur extérieur, en fait, quelqu'un qui le lirait à haute voix, c'est ça? C'est tout à fait ça, sauf que là, elles sont autonomes et elles ne dépendent de personne d'autre, voilà, pour lire. Ouais, donc ça ramène vraiment de l'autonomie et de l'indépendance à ces personnes. Complètement, ouais. Et puisqu'on parle d'accessibilité, mais je pense qu'on l'a déjà un petit peu évoqué au début, mais il y a toujours ce truc de la barrière de la langue. Et je crois que pour ça, l'IA a déjà totalement surpassé les outils qu'on avait avant, comme Google Translate, non? Alors oui, alors Google Translate, ça utilise l'IA, hein, Ah d'accord, ok. Bon, c'est pas toujours très performant alors. non, 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 parce que je pense que c'est des technologies peut-être qui sont un petit peu plus anciennes que celle de ChatGPT. Et à ce sujet, j'ai vu passer récemment une étude comparative sur la traduction du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. D'un côté, il y avait Google Translate, il y avait DeepL, que tu connais, je pense, et puis ChatGPT. Et les résultats montraient que DeepL et Google Translate étaient assez proches et avaient un niveau que je qualifierais de moyen, alors que ChatGPT était nettement supérieur. Ok, ouais, c'est vrai que ChatGPT en traduction en anglais est complètement incroyable. Et du coup, après, pour passer cette barrière de la langue, il y a quelqu'un pour le lire, il y a des IA qui peuvent le dire en direct, si on est en voyage par exemple. Il y a la traduction vocale on va dire instantanée. Alors ça aussi, je pense que ça va être une révolution pour toutes les personnes, tu vois, qui voyagent ou qui interagissent régulièrement avec tu vois, des personnes qui parlent une langue étrangère. Ça va être, tu vois, des outils de synthèse vocale qui vont faire de la traduction en temps réel, quoi. Et donc là, il n'y aura plus de barrière linguistique. C'est la fin de la tour de Babel. Ah, bah ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai, là, à la fin de cet épisode, on sort un peu mi-figue ni mi-raisin, hein, c'est pas facile. J'ai conscience que pour ceux qui nous écoutent, c'était un peu lourd. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour pas être trop déprimé et révolté à ce sujet, mon cher Gilles? Bah écoute, d'un côté, je comprends parfaitement l'inquiétude pour les travailleurs de la voix, tu vois, du doublage, autant les comédiens, mais aussi les techniciens que les studios d'enregistrement. Ouais, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais eux aussi, hein. Bien alors, je m'excuse si ce que je m'apprête à dire peut choquer, mais il y a une analogie qui me semble pertinente, c'est celle du passage de la pellicule au numérique, avec d'abord l'appareil photo, début des années 2000, qui, avec le numérique, alors bien sûr, ça s'est fait de manière progressive, mais aujourd'hui, on peut constater que le numérique fait tout mieux que la pellicule en termes de rapidité d'exécution, de possibilité de réglage, autant à la prise de vue qu'après la prise de vue. Et il n'y a plus de débat possible. Voilà, la question est réglée. Et j'ai peur que c'est ce qui risque d'arriver pour le son avec l'IA générative. Voilà. Bah écoute, merci Gilles en tout cas pour ce partage sans langue de bois. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi parfois qu'on nous parle franchement et directement. Moi je trouve ça top. Alors, à vous qui nous écoutez, je ne vous fais pas l'affront d'une conclusion en voix clonée, c'est bien moi qui m'adresse à vous avec amour et passion. On vous retrouve donc très bientôt. D'ici là, gare au deepfake et place à vos petits mots doux sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. Ça nous donne la foi pour continuer Hiatus. Allez, salut, ciao Gilles. Bye bye. Hiatus.